tolérance, mais le respect de l'autre. Quand on est tolérant, on considère l'autre comme inférieur. Moi, je suis, comme le disait le professeur Talbi, le feu professeur Talbi, je suis pour le respect de l'autre. Je ne suis pas pour la tolérance. Si on ne construit pas cela sur un pacte républicain entre l'État français et les musulmans, pas les représentants des cultes, les musulmans, parce qu'à la fin, moi, j'irai voter. Donc, j'ai une responsabilité. Nous n'apprenons pas cela, ni à nos élèves, au lycée, au collège, ou à l'école, ni dans les familles. Et donc, si il n'y a pas, comme le disait le professeur, il n'y a pas une responsabilité politique, claire, nette. Nous sommes en république, une république laïque, tous les cultes sont libres, mais ils ne doivent pas intervenir pour empêcher l'organisation d'une piscine, ou l'organisation d'une cantine, ou l'organisation de la circulation dans la route, de la route. Donc, il y a une responsabilité politique, dont on n'a pas parlé dans notre discussion, comme il y a une responsabilité des individus, qu'ils soient musulmans, juifs ou chrétiens. Sauf que, malheureusement, aujourd'hui, les communautés juives et chrétiennes ont résolu cette question. Je parle bien des communautés. Même si il y a la manif pour tous, même s'il y a des gens qui veulent bien revenir en arrière, mais la question est derrière nous. La communauté musulmane ne l'a pas résolue, malheureusement. Et je suis bien content que Maître Sabri a dit clairement comment ça a été instrumentalisé. J'ajouterai à Maître Sabri, moi j'étais à Tunis lors de la Révolution. Les islamistes tunisiens ont organisé un pont aérien entre Tunis, Marseille, Lyon, Paris, Londres, Hambourg, Madrid, pour ramener leurs islamistes. Pour ramener leurs islamistes. Depuis les anciennes manifestations de l'islamisme à Paris, rien ne se passe. Faites un tour aujourd'hui dans les banlieues parisiennes. C'est le calme plat. Parce que toutes les têtes brûlées sont maintenant dans les villes de Tunisie, et de l'Égypte, et de Syrie et de Libye. Ce sont ces activistes qui étaient là, réfugiés, payés par la sécurité sociale, qui recevaient de l'argent de l'État et qui aujourd'hui sont instrumentalisés ailleurs. Ce sont des réalités qu'il faut dire. Moi, je n'ai pas de réponse, mais je préfère que l'État prenne en charge cette question, qu'il prenne en charge pour imposer le pacte républicain à tous. Moi, je suis républicain, je suis militant des droits de l'homme, je l'ai été, je le continue, je le continuerai. Et donc, je préfère, au-delà des considérations théoriques que je comprends très bien, que j'accepte, du poids de l'histoire, de la différence des pays, de la différence des ethnies, etc. Tout cela, je le conçois. Mais l'islam, après tout, ici, est minoritaire. Il n'est pas chez lui. Il doit se mettre dans le code du vivre ensemble français. C'est mon point de vue. Merci. Rapidement, pour dire que moi, j'appartiens avant toute communauté à la communauté humaine, universelle. Et avant toute autre communauté, je suis un être humain. Et mon code de référence, c'est les droits humains qui n'acceptent aucune atteinte à la dignité d'un être humain, quel qu'il soit, même un criminel, et qui garantissent les droits à tout être humain. Ça, les droits qui sont les mêmes pour tous les humains, quel que soit le sexe, la race, l'orientation sexuelle, tout ce que vous voulez, les critères de discrimination. Pour moi, un être humain, c'est un être humain, et je fais partie de cette communauté. 2. Pour ce qui est de la responsabilité de l'État, j'ai rappelé tout à l'heure comment la Troisième République a traité la question des religions et des appartenances à des communautés
autre que la République. On n'interdit pas à quelqu'un d'être chrétien, d'être juif, d'être bouddhiste, d'être musulman, on ne lui interdit pas. Mais l'État a fait le pari suivant. Par les services publics, par les droits culturels, socio-économiques, par l'école publique, on va donner un lien social supérieur à ce qu'offrent les autres communautés. Et pour cela, l'État n'a pas dit « je n'ai pas un rôle social à jouer ». Je n'ai pas un rôle à garantir les droits fondamentaux de l'être humain, des droits économiques, des droits supérieurs à ce que les gens trouvent dans la chaleur étouffante de leur appartenance communautaire. Parce que quand on appartient à une communauté et qu'on bénéficie de la solidarité de la communauté, en contrepartie, c'est je me plie à la norme de la communauté. Eh bien, c'est à l'État de garantir un lien supérieur, une forme de solidarité supérieure. Et c'est comme cela que la Troisième République a réussi à faire reculer les solidarités traditionnelles étouffantes pour les individus qui ne reconnaissent pas les individus et leurs droits. Parce que vous savez, la charité, on la quémande. Si on ne vous la donne pas, vous n'avez rien à dire. Mais quand vous réclamez votre droit, quand l'État vous garantit des droits, vous tapez sur la table et vous dites « je ne sortirai pas d'ici avant d'avoir mes droits ». Or, ce qui s'est passé depuis les années 70, c'est que la logique ultra-libérale qui s'est imposée à l'État français comme à l'échelle internationale, on est revenu au dogme libéral, moins d'État, moins de services publics, moins de droits socio-économiques et culturels. Et tu viens de le rappeler, les territoires perdus de la République où il n'y a plus d'école, il n'y a plus de dispensaires, c'est la conséquence de ce dogme ultra-libéral qui a fait reculer le lien social républicain. Parce que la République, ce n'est pas un discours en l'air, c'est des liens, c'est un lien social qui a prouvé son efficacité et sa supériorité par rapport aux autres liens. Au nom du dogme ultralibéral, moins de services publics, moins de... Et alors, c'est l'État lui-même qui va chercher les autres communautés, les autorités, les institutions religieuses de toutes les religions pour voler au secours de la fracture sociale. Et du coup, la laïcité dont on parle devient, elle a marqué le pas, elle a fait du recul. La laïcité est inséparable de ce lien social autre que celui qu'offrent les communautés de proximité. Ça devient un discours creux sur la laïcité. Des larmes de crocodile qu'on verse sur le sort de la laïcité. Parce que on n'est plus là sur le terrain pour assurer le lien social. Indispensable. La Troisième République, c'est grâce au travail investi par la Troisième République que la laïcité est devenue un principe constitutionnel de la France en 1946, qui est rentré en même temps. La République est une république. La France est une république une et indivisible, démocratique, sociale et laïque. Si vous enlevez le social, il ne restera rien du laïque. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et donc, attachons-nous à défendre le caractère social, démocratique et laïque de la République qui passe par la défense des services publics, des droits socio-économiques et culturels. Et vous allez voir, les discours intégristes de repli sur les solidarités de proximité ne passeront plus, ne trouveront plus de mordant. Aujourd'hui, ils profitent de ce recul de la République, du caractère social, démocratique de la République pour avancer sur ce terrain-là. Merci, professeur Ferjani, pour votre intervention. Merci, M. Zine-Labidine Chérif, de venir. Professeur Ferjani, il est venu de Lyon et M. Zine-Labidine Chérif, il est venu de Paris. Donc, ils ont fait un effort et gratuitement. Voilà. Moi, je suis venu de Lyon parce qu'on appelle l'OM.
Donc, mesdames et messieurs, la conférence aujourd'hui intitulée L'Islam en France est fini. Nous avons avec nous Monsieur Zine Labidine Hamda Cherif. Vous avez participé à cette conférence, Monsieur Cherif. Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez nous résumer justement l'intéressement qu'a présenté les convives ici, les invités aussi de l'association Intégration Espoir, donc à Marseille? Je crois que les gens ont été très très intéressés par ce que nous avons dit cet après-midi. Il y a des questions qui sont encore posées mais dont on n'a pas encore les réponses. Hein. Mais je crois qu'avoir un moment pour partager avec les habitants de Marseille des questions fondamentales comme la place de l'islam en République, comme le rôle que doit jouer un musulman pour s'intégrer dans la société française, ou le rôle de l'État aussi pour garantir la liberté de conscience et la liberté du culte. Hein. Ce sont des questions importantes dans un moment où nous vivons des attaques terroristes qui sont répétés contre des innocents. N'oublions pas que le terrorisme islamiste frappe les chrétiens, mais il frappe aussi les musulmans, que dans le Bataclan, il y a eu des morts musulmans et des morts chrétiens et des morts juifs, et que le terrorisme est aveugle. Et donc c'est au peuple de penser la chose et d'essayer de trouver des solutions pour conforter le vivre ensemble, pour que nous puissions tous ensemble, comme le disait le professeur Cherif tout à l'heure, vivre en être humain. Nous sommes des êtres humains, nous partageons notre humanité et c'est le bien le plus précieux. Et je pense que les gens de l'association, ils ont très très bien fait pour nous réunir ce soir. Merci, Monsieur Cherif. Votre histoire tout à l'heure, vous avez raconté justement l'histoire que vous avez vue avec votre fille en 4e ou en 3e, justement, et on trouve ici en France, peut-être, c'est ce qu'ils nous disent pas mal de conférenciers, pas mal de scientifiques, c'est qu'en quelque sorte, l'État ne fait rien pour empêcher le terrorisme ou ne fait rien pour prévenir, sachant qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Écoutez, pour le terrorisme, bon, ce n'était pas le sujet, disons, premier de la conférence, mais l'État utilise 2 techniques. Hein, punir et surveiller. Nous n'oublions pas aujourd'hui que l'État français surveille 17 000 fichiers S. D'accord. 17 000 personnes qui sont soupçonnées peut-être de passer le cap du terrorisme actif. Hein. Et il punit les gens qui sont arrêtés. Il y a des gens qui sont arrêtés, qui sont emprisonnés. Donc sauf que ce sont là les causes. Il n'agit que contre les causes du terrorisme, mais l'origine. Hein, l'idéologie, l'embrigadement, les réseaux de recrutement, le financement sur le sol français. Qu'est-ce que l'État fait? Très peu. Hein. L'aspect culturel. Hein. Comment est-ce qu'on peut, à l'école, dans les familles, dans les associations, dans l'espace public, contrer l'idéologie djihadiste, contrer l'idéologie de l'islam politique? Comment est-ce qu'on le fait? Cela en fait très peu de choses. Et donc, on ne peut pas s'arrêter à punir et surveiller. C'est vrai, il faut punir et il faut surveiller, mais il faut aussi que l'État élabore un vrai programme. Je me rappelle qu'il y a 2 ans, le Premier ministre Manuel Valls avait préparé un budget de 48 millions d'euros pour ce qu'ils ont appelé une opération de déradicalisation. Vous allez revenir justement. Mais cette déradicalisation a été un fiasco total parce qu'il s'est avéré qu'ils ont financé des associations qui étaient elles-mêmes relevant de l'islam politique. Et qui n'avaient aucune compétence. Qui n'avaient aucune compétence pour cela. Hein. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir élaborer un programme national et d'aller véritablement vers une politique qui prenne en charge
l'aspect culturel, l'aspect cultuel, l'organisation des mosquées, la formation des imams, la surveillance aussi dans les mosquées, la surveillance des réseaux djihadistes, tout cela doit aller de pair avec un vrai travail culturel, l'apprentissage de la langue, l'intégration des musulmans dans les quartiers, le travail contre les discriminations faites aux femmes, contre les discriminations faites aux pauvres, contre les discriminations faites aux faciès. Tout cela doit aller de pair. Si l'État veut, si la France veut créer un islam républicain, elle doit non seulement lutter contre le djihadisme, mais aussi favoriser l'éclosion d'un musulman démocrate. Monsieur Zine Labidine Hamda Cherif, merci beaucoup pour votre intervention, merci beaucoup pour cette conférence, merci d'être venu de Paris nous parler, nous apporter beaucoup, notamment sur des questions qui sont devenues un sujet d'actualité et qui nous intéressent, nous, ils intéressent aussi les générations futures. Merci à vous. Merci. Voilà, donc la conférence est finie. Nous avons avec nous Mata Salim Moussa, avocat à Marseille. Mata Salim Moussa, marhaba bik. En deux mots, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à cette conférence? Est-ce que vous avez pu relever justement sur la question de l'islam en France? Chance de réunir les musulmans qui sont sur Marseille pour vider un petit peu de ce qu'ils ressentent au fond d'eux en vivant leur islam en étant en France, pour que les choses soient clarifiées une bonne fois pour toutes, tout simplement, parce que là il y a beaucoup de différences entre ceux qui sont vraiment trop investis et ceux qui sont un peu, entre guillemets, simples, tout simplement pour qu'à la fin, il y ait une bonne entente, pour qu'il y ait une possibilité d'un dialogue, pourvu que ce genre de réunion se répète à plusieurs reprises, pourvu qu'on encourage ces associations qui font tout un effort pour avoir ces fameuses chances pour qu'on puisse s'exprimer, et puis ma foi, avoir cette culture de la différence et avoir une culture de dialogue. Le plus important c'est ça, encore plus lorsque je vois la communauté européenne qui était présente aujourd'hui, c'est un bon message qui serait traduit à ces différences pour qu'il y ait un échange encore plus approfondi. Maître Salim Moussa, une question qui me vient à l'esprit justement à chaque fois. En tant que musulmans, pouvons-nous vivre notre religion, vivre l'islam avec les règles de la laïcité, de la République française? La religion musulmane, elle a eu déjà l'occasion de présenter l'un de ses principes religieux qui est la notion de dhimmi. Ce sont des règles qui ont été mises en route pour accueillir d'autres communautés religieuses autres que les musulmans, tout simplement pour qu'enfin le mot laïcité déjà provient des origines religieuses, avant même qu'on en parle. Merci, Maître Salim Moussa, à une prochaine. Merci. Bon, mesdames et messieurs, je continue un petit peu ma tournée parmi les prisons dans la conférence, et justement pour prendre des impressions. Madame, est-ce que vous pouvez me dire deux mots par rapport à ce que vous avez remarqué tout au long de cette conférence? C'était une très belle conférence avec plein de points de vue différents, de personnes d'horizons différents, de pays différents, et c'était vraiment très très intéressant, très instructif, un bon partage. Merci à vous, madame, et bonne continuation. Je vois que vous êtes à l'apéro. Bon appétit, au thé à la menthe. Voilà. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots? Excellente conférence, très instructive, sans avis véritablement tranché, parce qu'il n'y a pas d'avis tranché à avoir dans un domaine aussi complexe que ça, mais des pistes de réflexion particulièrement intéressantes pour un lambda comme je le suis. Voilà. Non, mais est-ce que là, aujourd'hui, pour vous, l'islam en France, est-ce qu'il vous fait peur? Non, l'islam ne me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est l'islamisme intégral. D'accord. L'islam ne me fait pas peur, bien au contraire. Le Marseillais est habitué à avoir des étrangers depuis des siècles. Hein? Et les musulmans et les arabes sont sur le territoire marseillais depuis tellement longtemps qu'on s'y est habitué et on se connaît bien. D'accord, merci à vous, bonne continuation. Bon, nous continuons notre
justement petite balade, nous avons avec nous un monsieur qui a participé, qui était présent justement. Bon appétit monsieur. Et justement, vous avez entendu un petit peu ce qui se passait dans cette conférence-là. Est-ce que vous aurez 2 mots à nous dire? Je trouve que ce qui a été abordé, c'est très important. Je trouvais que les prises de parole par les responsables étaient vraiment très encourageantes. C'est un état d'esprit qui devrait se diffuser, pas simplement à Marseille, mais un peu partout. Et je trouve que c'est tout à fait dommage qu'il y ait si peu de monde dans la salle. Parce que vraiment, la question est très très importante. Merci à vous. Voilà. Bon appétit, monsieur. Merci. Bonjour, madame. Bon appétit, madame. Vous avez participé à la conférence aujourd'hui. Est-ce que vous aurez 2 mots à nous dire, vos impressions par rapport à ce que vous avez pu en tirer, vous avez pu comprendre à travers cette conférence? Alors moi je regrette qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, c'est dommage, hein, parce que pour les musulmans c'était une conférence très très importante, mais dommage qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, je dirais. Moi hier soir j'étais en Algérie, je suis rentrée hier très très tard d'Alger, et ce que j'ai entendu ici, j'étais pas trop d'accord, parce que l'Algérie se porte bien maintenant, elle a assez souffert. Ce que j'aime pas à Marseille, c'est que les musulmans ici, ils ne sont pas toujours très d'accord. D'accord, voilà. d'accord. Autrement, la conférence d'elle-même, c'était pas mal. Voilà. Je garde ça en mémoire, c'est une belle conférence. Dommage. Merci à vous, madame. Voilà. Merci à vous, madame, et bonne continuation. Merci. Zina, vous avez dit tout à l'heure, justement, vous avez beaucoup parlé, mais... Je n'ai pas parlé beaucoup. Ouais, voilà. Et à travers, justement, après la fin de cette conférence, êtes-vous satisfaite Ouais, je suis très contente parce qu'après 3 ans, finalement, j'ai réussi à construire un réseau qui n'est pas mal comme début. Et pour moi, c'est que le début, ça. Je vais continuer ma lutte. C'est un combat de vie et de mort pour moi. Et je vais réussir parce que je veux réussir. Voilà. Eh ben, on vous souhaite bonne continuation. Merci. Et puis, à bientôt. Merci. Voilà. Je continue ma petite balade à travers les convives qui sont en train de prendre un petit peu leur... Nous avons avec nous parmi les présents, donc des demoiselles, vous étiez présentes à la conférence. Est-ce que vous aurez quelque chose à nous dire? Bravo, très bien, bonne continuation. Donne-moi le Juste après la conférence, nous avons avec nous Maître Ferjani, qui est très connu conférencier à Lyon. Vous avez assuré cette conférence, mais vraiment j'ai vu de l'interaction dans vos gestes, comme si vous viviez dans quelque chose. Est-ce que vous pouvez m'expliquer justement Je parle en tant que citoyen engagé sur la question de la place de l'islam en France, des musulmans en France. Et cette conférence, je l'espère, a permis de lever certains équivoques, certaines confusions entre islam politique, cette vision monolithique de l'islam. Je crois qu'on a essayé de montrer qu'il y a diverses manières de vivre l'islam et les musulmans en France, s'ils veulent avoir leur place, ils doivent eux aussi se considérer avant tout comme des citoyens et s'impliquer dans la vie de la République et donner l'exemple d'être des citoyens respectueux des droits humains et que leur religion ne les empêche en quoi que ce soit d'être à la fois musulmans et citoyens d'une République qui respecte ses citoyens et leur garantit les mêmes droits sans aucune discrimination. Si j'ai bien compris, Maître Ferjani, tout à l'heure, le fanatisme, l'intégrisme, il a toujours existé dans ce qu'on appelle religion. À travers l'histoire, vous avez cité tout à l'heure des exemples qui vraiment étaient frappants et qui parlent, qui disent la vérité. Oui, ce que je voulais dire, c'est que ce que l'islam connaît
en ces temps, à travers des adeptes de la violence, de l'intolérance et du fanatisme, n'est pas propre à la religion musulmane. On l'a connu et on le connaît dans d'autres religions, même celles qui se proclament comme les plus pacifiques, comme le bouddhisme. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Birmanie, ce qui se passe au nom du bouddhisme, là où le bouddhisme a été érigé en religion d'État. Donc les êtres humains, tous les êtres humains peuvent vivre leur spiritualité, leur religion, soit sur le mode de la coexistence pacifique avec les autres, du respect des autres, et ne demandent aux autres que ce qu'ils demandent à eux-mêmes, et soit ils peuvent être aussi par ignorance ou par désespoir victimes du fanatisme et de l'intolérance. N'oublions pas que l'intolérance, comme disait Ibn Rushd, c'est la fille de l'ignorance. Effectivement, Maître Ferjani, je sais que vous êtes fatigué aujourd'hui. Certainement, mesdames et messieurs, nous aurons l'occasion d'autres rencontres, notamment pour notre chaîne TV, Hajj TV, ou bien d'autres rencontres. Maître Ferjani, merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous et à bientôt, je l'espère. Merci. Est-ce que je le traduis un peu en arabe, ce que j'ai dit? بسرعة. بالعربية الفصحى طبعا. معلش طبعا. إذا كان ثمان ناس ما يفهموش العربية الفصحى شو معنى؟ العربية الفصحى هي التي تفهمها العالم. الجميع يفهم العربية الفصحى أم لا؟ إن كان الجميع يفهم العربية الفصحى أتكلم بالعربية الفصحى. لكن عربية في مستوى ارتبطت في التاريخ. تنظيم المؤسسة الدينية كان دائما مرتبط بالمؤسسة السياسية. السلطان، الأمير، الخليفة، الحاكم، رئيس الجمهورية، هو أو الدولة هي التي تنظم الشأن الديني، حتى أنهم قالوا الناس على دين ملوكهم. هكا كانوا يقولون. هذه الطريقة بس حضرتك يقولوا كاين انفصال لا حوار هاي سامحني. قلت هذا موجود، لكن موجود طريقة أخرى في التنظيم الجماعي، هو من يناهض السلطة الموجودة، هو من جهته يحاول أن ينظم المسلمين كتيار معارض ضد السلطة الموجودة. الأخت تكلمت عن الأقليات المنفصلة عن الدول. هي أيضا لاحظوا في فرنسا كيف يقع تنظيم المسلمين في فرنسا، التنظيم الشأن الديني للمسلمين في فرنسا، إما في علاقة بقنصليات وسفارات ووداديات البلدان الأصلية، أو أن سلطة البلد الذين يعيشون فيه هي التي تبادر بتنظيم الإسلام، ما فعله ساركوزي. المجلس الأعلى للإسلام بفرنسا، فوالا، ومجالس جهوية، مؤسسات جهوية تمثل. أيوة، أنا لا يهمني هذا، هل فشلت هل نجحت، ليست هذه مشكلتي. أنا أتحدث عن الطريقة التي ينظمون بها، يا إما بمبادرة ممن لا يقبلون بالسلطة وبالتالي ينظمونها في معارضة السلطة، أو بمبادرة من السلطة. هناك طريقة أخرى هي التي تقول أنا لست في حاجة لأي سلطة ولأي وسيط حتى أحيا معتقدي. هذه الطريقة معروفة حتى عند الصوفيين. الطريقة المتصوفة كانوا دائما يرفضون وساطة السلطة والمؤسسات المرتبطة بالسلطة. من هنا كان العداء للمؤسسة الصوفية للصوفيين من طرف السلطة الدينية
كما من طرف جماعات الإسلام السياسي. أترك الكلمة لزميلي لكي يواصل. Je vais parler en français d'abord. Oui, Monsieur Zinabdine, vous allez nous parler de l'islam. Monsieur Zinabdine, il va nous parler de exactement comment ça s'organise les mouvements islamistes et comment il utilise l'islam pour s'infiltrer dans les sociétés et pour conduire les moutons. Nous, on veut sortir d'ici, qu'on n'ait plus des moutons. C'est bien. C'est bien dit. Je vais essayer de... Je ne vais pas répéter ce qu'a dit mon ami, qui est un professeur émérite de l'université. Moi, je ne suis pas universitaire. Et j'ai fait un livre sur la Tunisie, sur la relation de l'islam politique à la société tunisienne. Et quand on m'a demandé de réfléchir sur l'islam en France, je dois dire que ce n'est pas la même problématique. Si on parle de l'islam en Égypte, la relation de l'islam en Égypte, comment il s'organise, etc., ou quel rapport il a avec le peuple égyptien, ce n'est pas la même question qu'on peut transposer en France. Aujourd'hui, si nous sommes ici pour parler de l'islam en France, c'est parce que depuis 2015, nous avons vécu au rythme des attentats djihadistes. Nous avons vécu au rythme d'une opinion française qui a changé complètement de regard par rapport à la communauté musulmane. Et ce que nous vivons aujourd'hui, et je voudrais le dire très franchement, c'est que nous voyons qu'il y a beaucoup d'amalgame, beaucoup de flou dans le traitement, soit de la question de la religion musulmane, soit de la question des musulmans en France. Je crois que parmi une grande partie de la classe politique française, et même au niveau des représentants de l'État, quand ils sont en fonction, il y a une confusion, à mon sens, entre l'islam et l'islamisme. Et il y a une confusion entre les musulmans et les islamistes. Ce qui fait qu'une grande partie de la communauté musulmane qu'il y a en France applique un schéma de représentativité. Tu parlais de Sarkozy en 2005. Sarkozy est parti d'un projet qui avait été élaboré par Jean-Pierre Chevènement, qui voulait, comme ça existe pour les Juifs de France, comme ça existe aussi pour les chrétiens, que l'État définisse une relation avec les musulmans à travers une représentativité. Sauf que historiquement, et tu me corrigeras, que les Juifs de France obéissent à un concordat fait entre le Vatican et la communauté juive avant la loi de 1905, avant la loi de la laïcité, alors que la loi de 1905 établit un régime de laïcité qui désengage l'État du financement et de l'accompagnement de l'Église, qui est différent de celui du concordat qui a permis la création du Conseil représentatif des institutions juives de France. Dans cette démarche du début du XXe siècle, disons, les musulmans étaient minoritaires, ils étaient presque insignifiants. Aujourd'hui, nous sommes en 2005. Il y avait un problème en 2005. Nous nous rappelons les émeutes des banlieues de 2005. Donc l'urgence d'organiser, disons, l'islam de France, bien que l'expression, moi je n'aime pas beaucoup, mais comme organiser les musulmans, je préfère, pas l'islam,
Ah, parce que l'islam, c'est un concept, c'est une religion. On ne peut pas organiser une religion. Organiser les musulmans, organiser le rapport entre l'État et la société française avec les musulmans qui existent sur le sol, qui vivent sur le sol, c'est une décision, comme tu l'as dit, politique de l'État. Sauf que l'État a traité cette question de façon idéologique. Il ne l'a pas traitée de façon politique. La relation que nous avons dans les pays musulmans est une relation politique entre le pouvoir en place et les mosquées. Il y a une règle politique. En Tunisie, elle est votée dans le Parlement. Et donc, voilà, tel type de relation. Et tous les gouvernements appliquent cette loi. Ici, on a considéré que les organisations consulaires, l'islam consulaire, la Grande Mosquée de Paris, qui est inféodée à l'Algérie, financée par l'Algérie, on a considéré que l'islam turc qui existe ici, on a considéré que l'islam marocain qui existe ici, et qui a donc un poids dans la société, c'était avec les frères musulmans de l'Union des institutions de l'Organisation de l'Islam de France. Voilà, UOIF, l'Union des organisations des musulmans de France, de l'Islam. On a considéré que ces organisations étaient représentatives des musulmans ou de l'islam. Et on a exclu 90% des musulmans qui vivent en France qui ne sont pas membres de ces organisations. Toutes les organisations type non religieuses, culturelles ou ethniques ne font pas partie de cette organisation-là. Ce qui fait que le CFCM qui a été élu parmi ces organisations a donné une direction qui s'est renouvelée de façon presque autonome, indépendamment de la vie des musulmans. D'où l'échec de cette... moi je le dis, je ne suis pas universitaire, je le dis. Il y a un échec. Aujourd'hui, on est en train de repenser au ministère de l'Intérieur comment refonder le Conseil français de culte musulman. Vous voyez même l'appellation, Conseil français du culte musulman. C'est-à-dire que si moi, par exemple, j'ai un rapport à la religiosité différent de celui de l'imam du coin, je ne vais pas à la mosquée, donc je ne peux pas être représenté dans ce culte. Et ça pose un problème, parce qu'aujourd'hui, ce qui est dans tous les journaux, à la télévision, dans les débats, et même ici, on ne parle pas des musulmans, on ne parle pas de l'islam, on parle du djihadisme, on parle des attentats. Ce qui domine l'islamité, disons, c'est la violence aujourd'hui. Et à partir de là, comme on considère que, idéologiquement, que vous êtes tous musulmans, donc vous êtes redevables, donc vous êtes responsables, se pose la question aux autorités, mais aussi aux intellectuels, aux responsables religieux, quel type de rapport il faut établir entre une religion ou une communauté religieuse qui est minoritaire dans le peuple français et qui est dominée par une minorité à l'intérieur de la sphère religieuse elle-même, puisque ceux qui vont à la mosquée ne représentent que au grand maximum 10% de la population des musulmans de France. Donc on a un double problème et une double minorité. Voilà. Tu veux traduire أردت أن أقول في البداية أنه المشكلة تنظيم الإسلام أو المسلمين بعبارة أوضح المسلمين في فرنسا من البداية كانت
أخذت منحى إيديولوجي ولم تأخذ منحى سياسي، لأنه كما قال الأستاذ علاقة الدولة والمجتمع بديانة معينة هي علاقة سياسية. وكل البلدان الإسلامية سواء التي اعتمدت نظاما لائكيا أو لم تعتمد هذا النظام، السلطة السياسية هي التي تنظم الشأن الديني. المشكلة في فرنسا أنه عندما بدأ الحديث مع الوزير الاشتراكي جون بيير شوفالمان في بداية السنوات 2000 في تنظيم كما هو الشأن بالنسبة لليهود والمسيحيين، تنظيم العلاقة مع المسلمين، المنهج كان ايديولوجي ولم يكن سياسي. أي أنه اعتبرت الدولة الفرنسية أن ممثلين الجمعيات الإسلامية الموجودة والمساجد والجوامع هم يمثلون المسلمين في فرنسا، في حين أنه من يذهب إلى لصلاة الجماعة يوم الجمعة لا يمثلون في الحقيقة أكثر من 10% من المتساكنين الذين ينتمون إلى الإسلام في فرنسا. أي أن نجد أن أقلية من المسلمين يمثلون أغلبية المسلمين. وفي عندما اقترح الوزير نيكولا ساركوزي عندما كان وزير الداخلية ووزير مكلف بالديانات الكل، اقترح أن يتعامل مع التنظيمات القنصلية والتنظيمات التي تعتبر أنها تمثل ديانة معينة لخلق المركز الفرنسي للديانة الإسلامية. لكن شفنا أنه في آخر المطاف أنه عدم تمثيلية المسؤولين على المركز جعلت أنه قضية تأثير المجموعات الإسلامية المختلفة التي هي عربية وغير عربية، إفريقية وآسيوية، وهناك مسلمين حتى من بلدان أخرى، جعلت أنه التمثيلية تقل ونجاعة التأثير يقل. فاليوم الدولة تحاول أن تعيد النظر في تمثيلية المسلمين، وأتمنى أن يتم على الأقل في النقاشات اللي سوف تفتح. Ce point de vue-là, il ne se posait pas la question de la représentation de l'islam, des musulmans plutôt. Il se posait la question qui va gérer les lieux de culte, à qui confier la gestion des lieux des cultes. C'est pas ce qui s'est passé. Non, j'ai dit la question, elle est complexe. Non, l'union des organisations ne représente pas un culte. Mais elle gère des mosquées, c'est ça le grand problème. Eux, ils ont pris l'initiative, l'organisation de l'islam de France que sont les islamistes, ils se sont investis dans le champ culturel en créant des associations de type culturel pour gérer des mosquées, et du coup, eux, ils étaient présents sur le terrain avec les mosquées liées au consulat de Turquie, de Maroc, de Tunisie, d'Algérie, et les autres, ceux qui sont les musulmans de France, les musulmans vivant en France, et qui n'étaient pas impliqués dans la gestion des cultes, qui n'avaient pas des lieux de culte, et se sont trouvés hors jeu par rapport à cette organisation. Vous savez que la représentation dans les conseils régionaux, comme dans le conseil français central, qui est l'émanation des conseils régionaux, c'est le nombre de places dans les mosquées. C'est la représentation des mosquées.
et donc des gestionnaires des mosquées sur la base du nombre de places estimées de chaque mosquée. Donc, il faut dire que dans la tête des musulmans, comme dans la tête des pouvoirs publics, il y a une confusion entre les deux questions. La gestion des lieux de culte, d'une part, et la représentation de la communauté musulmane, d'autre part. Je donne un exemple pour mieux comprendre. Le problème, il s'est posé aussi pour la communauté juive, qui, d'abord, c'est Napoléon, en 1801, avec le concordat qu'il avait établi et qu'il a imposé à tout le monde. Voilà le cadre. Et après la loi de 1905 a pris le relais du système concordataire établi par Napoléon. Le problème s'est posé pour eux, mais nous, les rabbins ne sont pas les seuls à représenter la communauté juive. Alors vous avez deux systèmes de représentation. Vous avez le CRIF, qui regroupe toutes les associations, pas seulement les associations culturelles, pas seulement les synagogues et les représentants. Chez les musulmans, il n'y a pas ce problème, il n'y a pas encore cette prise de conscience pour distinguer ce qui relève du culte et ce qui relève des questions générales. La question, elle est difficile. Elle est très difficile à régler. Et vous voyez aujourd'hui, même là où il y a... Est-ce qu'on a quelque chose qui représente les protestants en France en dehors du consistoire lié à la gestion des temples? C'est le problème. Or, aujourd'hui, les protestants sont aussi face à un nouveau phénomène. La France l'a connu avec un phénomène qui s'appelait le christianisme politique. Jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il a fallu l'œuvre de la Révolution, de la Troisième République, et décompromission de la hiérarchie cléricale avec le nazisme, avec l'occupation nazie en France, pour que l'Église se sente après honteuse, fasse profil bas et accepte la laïcité et accepte l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce qu'on reproche à l'islam politique, c'est exactement. La démocratie, c'est l'hérésie des temps modernes, c'est le christianisme politique, avant l'islam politique. L'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une aberration, c'est l'aberration des temps modernes et c'est une atteinte. Vous savez très bien que pour la doctrine de l'Église, la femme n'avait pas d'âme. Vous vous souvenez bien du code noir. Dans le judaïsme, jusqu'à nos jours, le rabbin, quand il sort le matin à la prière, je ne sais pas si vous avez vu le film Kadosh, la prière du matin, je remercie Dieu parce qu'il ne m'a pas créé femme. Et donc les intégrismes religieux de toutes les religions se valent. Les questions que tu poses sur l'islam se posent par rapport à toutes les religions. Qu'est-ce qui a permis que des chrétiens juifs, des juifs, des protestants, des catholiques se dégagent de cette emprise du dogme, des textes, des conceptions traditionnelles, des théologies héritées des siècles passés. Vous savez c'est quoi? C'est le triomphe de la démocratie, la culture, l'œuvre de l'école. C'est ça qui a fait. Les républicains de la Troisième République, au début du siècle, quand il avait en face d'eux Émile Combes et Ernest Renan qui voulaient relancer la guerre entre les deux France et reprendre la politique de Robespierre, ils ont dit « Occupons-nous de la culture, occupons-nous du lien social, créons un lien social dégagé de l'emprise des hiérarchies traditionnelles, l'Église suivra ou périra. » C'est ça qui a fait marcher. Donc, on n'a pas à faire un chantage à la conscience, ni des Juifs. La République elle a à faire sa législation. Voilà le cadre. Voilà les lois. Soit vous les intégrez, soit c'est vous qui vous excluez.
C'est clair, c'est net. C'est comme ça que ça a marché avec les catholiques. C'est comme ça que ça a marché avec les fondamentalistes protestants. C'est comme ça que ça a marché avec les rabbins traditionnalistes en France. Donc, moi, il ne faut pas faire un traitement spécial pour les musulmans, ni pour les favoriser, ni pour les exclure. Il faut que les choses soient claires de ce point de vue-là. Quand les musulmans trouveront face à eux, comme les juifs, comme les chrétiens, comme les catholiques, comme les protestants, comme les adeptes, n'importe, quand ils trouveront face à eux un système cohérent, un système conséquent, un système qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait, pas d'incohérence, pas de discrimination, pas une loi selon pour les uns et une loi pour les autres. Il faut que la loi soit la même pour tous. C'est ça la devise de la République. Nous sommes tous égaux devant le droit. La loi est la même pour tous. Et donc, les gens, soit ils s'excluent eux-mêmes de cette loi, de ce droit, et c'est leur affaire. On n'interdit pas aux témoins de Jéhovah ou aux communautés qui ne veulent pas, les communautés monastiques, les gens qui s'enferment en dehors, ils s'excluent eux-mêmes. C'est leur affaire. C'est leur affaire. On intervient quand il y a une atteinte aux droits humains fondamentaux. Par exemple, empêcher des enfants d'aller à des écoles. Empêcher des enfants d'avoir des soins. Surtout pour les personnes qui ne sont pas autonomes. Là, on intervient. La République doit intervenir. En dehors, elle n'empiète pas sur le droit des autres. On n'a pas à leur imposer une conception contraire à ce qu'ils croient. Je crois que c'est très important. Il faut cesser ce chantage à la conscience des uns et des autres. La République garantit la liberté de conscience. C'est l'article 1 de la, liberté, de la loi de 1905. La République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. Ça, c'est fondamental. Le reste, comme j'ai dit, c'est l'islam politique est incompatible, comme le christianisme politique, avec la démocratie et avec la laïcité et avec les droits humains. Oui, mais c'est ça. L'islam politique, comme le christianisme politique, comme l'intégrisme, comme le fondamentalisme protestant des néoconservateurs aux États-Unis, il est incompatible avec les valeurs de la République. Ils sont aujourd'hui aux États-Unis en train d'imposer qu'on n'enseigne pas la loi, la théorie de l'évolution des espèces. Donc c'est très important de préciser cela. Et il n'y a pas une exception islamique. De ce point de vue-là, un musulman peut vivre dans un système démocratique. Et la Tunisie n'est pas une exception. L'Indonésie, qui est le plus grand pays musulman, a aboli la polygamie. Et la femme a les mêmes droits en Indonésie. Il n'y a pas que l'exception islamique. Peut-être il y a des évolutions qui sont inégales dans les sociétés musulmanes ou dans les sociétés arabes, comme il y a des évolutions inégales en Europe. La loi de séparation, il n'y a pas très longtemps, en Espagne, on n'entend pas parler. La question de la laïcité, c'était une hérésie. En Italie, il n'y a pas très longtemps, c'était une hérésie. En Grèce, qui est l'Église orthodoxe, continue, c'est l'institution la plus riche grâce aux impôts prélevés par l'État pour l'Église orthodoxe. Donc, Youssef, et j'ai participé dès 1999 aux consultations sur l'organisation du culte musulman en France, donc même si ce n'était pas une passion pour moi, c'est devenu vraiment quelque chose que je connais sur le bout des doigts. Donc quand j'entends parler de ça, de ces rapports, des fois je sursaute et je suis bien content, M. Ferjani, que vous ayez rectifié un certain nombre de choses et que vous ayez replacé les questions à leur juste hauteur. Un démocrate est tout à fait aussi un laïc sans être un démocrate. On l'a connu ça. Moi je voudrais juste enfoncer le clou sur une des choses que vous venez de démontrer magistralement. Il y a une question perverse qui revient dans le débat ces dernières années autour de l'islam et de la présence et de l'organisation du culte musulman. C'est une question perverse qui est posée par des politiques. Elle est la suivante. Est-ce que l'islam est compatible avec la République ou avec la société? En réalité, moi j'ai une réponse. L'islam n'est pas compatible avec la République, avec les valeurs républicaines. Mais le christianisme non plus, le judaïsme non plus.
En réalité, le modèle républicain, il s'adresse à des individus, il ne s'adresse pas à des doctrines hors sol. Donc ça veut dire que la laïcité, elle met au pas toutes les croyances en les respectant, mais en les laissant chacun à leur place. Ce qu'on pensait, on pense toujours entre la religion et la politique. Deuxième point, je contredis l'idée que l'islam n'est pas compatible avec la République. Je contredis. Le prophète a vécu avec amitié avec toutes les autres religions. Le prophète Mohammed, il a vécu avec amitié avec toutes les religions. Et un exemple, il y a un juif qui était voisin du prophète, il mettait des saletés devant sa maison, et un jour, l'enfant était malade, le prophète a été à la famille pour faire les doigts à l'enfant qui est malade. Bon, donc, ensuite, il a dit Aïnakum dinukum waliyadin, c'est-à-dire on peut cohabiter, l'islam peut cohabiter avec les autres religions. C'est seulement l'islam politique, l'islam féodal, qui est incompatible avec les autres religions. L'islam féodal, l'islam arriéré. Il est tunisien, il est franco-tunisien, il enseigne aux universités de Paris, il a écrit plusieurs livres sur ce thème-là, plus que 15 livres. 15 œuvres. Ouais. Il est donc spécialiste dans ce domaine. Voilà. Je vais essayer parce que c'est compliqué. Moi, je ne connais pas trop l'informatique. On va voir qu'est-ce que ça donne. Allô? Ouais, vous pouvez intervenir, professeur. Merci. Alain Smapik, mais le technicien va nous connecter directement parce qu'il n'y a pas. Comment. Il n'y a que moi qui l'entends là. Oui. Patientez 2 secondes, on va essayer de vous connecter. C'est le vivre ensemble, ce n'est pas la démocratie. Il n'y avait pas de démocratie au 7e siècle à Médine quand le prophète vivait. La question se posait par rapport à la démocratie. Pas au vivre ensemble ou la relation avec les autres. Et ce que vous avez dit, des gens pourront vous dire le contraire. Vous avez choisi les exemples qui vont dans le sens de ce que vous avez dit. Ceux qui ont une autre lecture que vous choisiront dans le texte et dans l'histoire d'autres exemples qui vont dans leur sens. Je crois qu'il est très important d'admettre, d'accepter l'idée que la religion, quelle qu'elle soit, peut accepter des interprétations différentes. Et on peut trouver dans les textes et dans l'histoire, dans les traditions de toutes les religions, ce qui peut aller dans le sens du vivre ensemble, de la tolérance, du respect de l'autre, comme malheureusement, je peux vous trouver donner des versets coraniques et des exemples même du vivant du prophète. Les Juifs, vous avez donné l'exemple, il existe dans la tradition musulmane. Il est avancé par les gens qui, comme vous, aiment la tolérance. Mais ceux qui n'aiment pas la tolérance vous parleront de ce qui est arrivé à Banu Nazir, à Banu Qaynuqa, et aux Juifs qui étaient exterminés en indigne du vivant du prophète. Donc, il faut relativiser les choses et accepter qu'il y ait plusieurs interprétations de l'islam. Vous avez votre islam, vous avez dit vous avez votre religion et j'ai la mienne, mais vous pouvez dire aussi à un musulman vous avez votre islam et j'ai le mien. Ça existe. Vous avez votre catholicisme et j'ai le mien. Vous avez votre judaïsme et j'ai le mien. Chacun, il peut. Donc, il faut être. Cette tolérance, il faut l'avoir dans sa tête
et ne jamais tomber dans la facilité. Celui qui a une interprétation différente de la mienne est un mauvais croyant. C'est la logique de l'anathème. C'est la logique du takfir que pratiquent Daesh, que pratiquent les intégristes. La logique de l'anathème est pratiquée par les intégristes. Ne faites pas la même chose que vous leur dites, essayez de relativiser, tenez compte de ce que le Coran lui-même dit dans le verset 5 du chapitre 3. C'est lui qui t'a révélé le livre contenant des versets clairs qui en constituent la matrice, et d'autres qui sont équivoques, ça veut dire susceptibles d'interprétations différentes. Seuls ceux qui ont un mauvais penchant dans le cœur suivront ce qui équivoque par amour de division. Quand vous considérez